50 Cent est, sans aucun doute, l'un des hommes les plus durs que l'industrie du hip-hop ait jamais connu. Tout le monde connaît l'histoire. Il a été abattu de 9 balles à bout portant et laissé pour mort. Mais d'une manière ou d'une autre, il a réussi à survivre et à se rétablir complètement, tout en poursuivant une carrière musicale légendaire. Quoi qu'il en soit, la fusillade a été un événement choquant, mais malheureusement pas si surprenant que cela si l'on considère les origines de Cent et les événements qui se sont déroulés au cours des 24 heures précédant la fusillade. Plusieurs éléments en mouvement, notamment un baron de la drogue, le quartier, un morceau dissident et un passé lié à la drogue, ont tous joué un rôle dans la fusillade. South Jamaica, Queens. Je voudrais commencer par parler de l'endroit où 50 Cent a grandi, car cela permet de déterminer le type d'environnement dans lequel le rappeur se trouvait lorsqu'il a été abattu. Il existe très peu de quartiers où une star montante peut se faire tirer dessus autant de fois en plein jour. Si l'on ne comprend pas clairement d'où il vient, cette histoire restera incomplète. En procédant de la sorte, nous pourrons également établir à quel point la zone était dangereuse et pourquoi tous les problèmes semblaient presque inévitables. Très bien, entrons dans le vif du sujet. Curtis James Jackson, III, plus connu sous le nom de 50 Cent, est né et a grandi dans le quartier de South Jamaica, dans le Queens. Malheureusement, le rappeur a eu une enfance difficile. Sa mère était une arnaqueuse et une trafiquante de drogue et elle est morte alors qu'il n'avait que 8 ans. Pour ne rien arranger, son père l'a abandonné après ce décès, ce qui signifie que Jackson a été élevé par ses grands-parents dès son plus jeune âge. Dans une interview accordée à MTV, il a raconté comment sa grand-mère lui a annoncé la mort de sa mère. Il a déclaré « Ma grand-mère et eux m'ont dit « Ta mère ne reviendra pas à la maison », s'est-il souvenu avec nonchalance. « Elle ne reviendra pas te chercher. Tu vas rester avec nous maintenant. » C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'adapter un peu à la rue. Mais grandir à South Jamaica était loin d'être facile. Dans les années 80, le quartier a été envahi par l'épidémie de crack. À la même époque, le jeune 50 Cent, connu sous le nom de Boubou, luttait pour survivre. Alors qu'il grandit chez ses grands-parents, 50 Cent raconte dans son autobiographie à quel point les choses sont difficiles. Mes baskets étaient déchirées, mes vêtements sales et ma peau cendrée. Le rappeur savait qu'il méritait mieux et a commencé à vendre du crack alors qu'il n'avait que 12 ans. Il n'a pas eu de mal à entrer dans le métier, car ses tantes et ses oncles ont été ses premiers clients. Son entrée dans le commerce de la drogue a coïncidé avec un changement radical dans le fonctionnement du sud de la Jamaïque. En 1988, un policier débutant a été abattu alors qu'il gardait un témoin. Cela a tout changé. Le meurtre a fait la une des journaux nationaux et les forces de l'ordre se sont acharnées sur le quartier en traquant les tueurs à gages travaillant pour Lorenzo Fat Cat Nichols, considéré comme le parrain officieux du sud de la Jamaïque. Nichols était le baron de la drogue dans la région et régnait d'une main de fer. Mais son règne de terreur a pris fin en 1992 lorsqu'il a avoué le meurtre d'un policier et de 2 autres personnes, dont son ex-petite amie. Fat Cat avait été arrêté quelques années plus tôt, mais il avait encore suffisamment de pouvoir pour tirer les ficelles derrière les barreaux. Fat Cat a été condamné à une peine de 25 ans d'emprisonnement à perpétuité et à une peine de 40 ans d'emprisonnement au niveau fédéral, à purger simultanément. En 2022, il a bénéficié d'une libération conditionnelle et a été transféré en détention fédérale jusqu'en 2026. Plus de 30 ans après son incarcération, Fat Cat a eu le temps de faire son examen de conscience. Dans une lettre adressée à la Commission de libération conditionnelle de l'État, il écrit « Les 36 dernières années m'ont donné le temps de réfléchir et d'être honnête avec moi-même en me disant que la vente de drogue n'était pas un raccourci vers le succès. Mais à la fin des années 80, avec des flics à tous les coins de rue, cela signifiait que les transactions de drogue ne pouvaient plus se faire à la lumière du jour et les dealers devaient s'adapter à cette nouvelle réalité. » Ce meurtre a largement contribué à mettre 50 Cent sur la même voie que sa mère, celle de l'arnaqueur. Le futur rappeur s'est rapidement adapté en déclarant « Si le hood était de la cocaïne, alors le meurtre du policier débutant était comme du bicarbonate de soude, et une police en colère était le feu qui faisait naître de nouveaux arnaqueurs, des arnaqueurs comme moi. » D'une manière étrange et tordue, Fat Cat Nichols a joué un rôle essentiel en aidant Curtis Jackson à découvrir des choses très importantes sur lui-même. 50 Cent a réussi à le tenir très occupé pendant cette période. Il ne se contentait pas de vendre de la drogue, il se lançait aussi dans la boxe. Il a vraiment pris goût à ce sport et passait beaucoup de temps dans une salle de sport locale ouverte par un vieux dealer du quartier. Selon le rappeur lui-même, s'il n'était pas à l'école ou dans la rue à dealer du crack, il était à la salle de sport. Il ne passait pas autant de temps à boxer uniquement parce qu'il aimait ça, mais parce que cela lui permettait de rester en sécurité dans la rue. Nous connaissons tous 50 Cent en tant que rappeur, mais il aurait été un assez bon boxeur pour se rendre aux Jeux Olympiques juniors. Cent a passé la majeure partie de la fin des années 80 et du début des années 90 comme trafiquant de drogue. Mais en 1994, sa vie a commencé à le rattraper. Il est arrêté 2 fois de suite, la première pour avoir vendu du crack à un policier en civil et la seconde lorsque les forces de l'ordre font une descente à son domicile et y trouvent une arme et d'autres drogues. Comme si cela ne suffisait pas, le futur rappeur a également appris que sa grand-mère avait été assassinée. Et le comble,
Sa petite amie était également enceinte. Tant de choses ont changé en si peu de temps que le rappeur a su qu'il devait changer lui aussi, sous peine de subir le même sort que sa mère. Mais c'est en apprenant qu'il allait être père que le rappeur a vraiment touché une corde sensible. Son propre père l'ayant abandonné alors qu'il n'était encore qu'un enfant, il savait ce que c'était que de grandir sans lui. Il a déclaré « Je voulais être là pour faire partie de la vie d'un enfant ». Après son arrestation, 50 Cent aurait pu être condamné à une peine de 3 à 6 ans, mais il n'a finalement purgé que 6 mois en rejoignant un programme destiné aux primo-délinquants non violents. Ce programme a donné au rappeur le temps nécessaire pour réévaluer sa vie. C'est à cette époque que Curtis Jackson choisit le nom de 50 Cent, inspiré par un braqueur de Brooklyn des années 1980 connu sous le même nom. Le rappeur voyait dans ce nom une métaphore du changement. Dans une interview accordée à Stuff Magazine en 2005, 50 Cent a expliqué pourquoi il avait choisi ce nom. Il a déclaré « Il dit tout ce que je veux qu'il dise. Je suis le même genre de personne que 50 Cent. Je subviens à mes besoins par tous les moyens. » Une fois libre, 50 Cent décide de s'essayer au hip-hop. Un ami lui présente Jam Master Jay, l'un des principaux acteurs de l'industrie avec Run DMC. Jay a enseigné à 50 Cent les moindres détails de la création de morceaux, du comptage des mesures, de l'écriture de refrains et de la structure générale des chansons. Après la drogue et la boxe, il semble que 50 Cent ait enfin trouvé ce qui lui permettrait de quitter le sud de la Jamaïque et de s'offrir une vie meilleure, la musique. C'était la force motrice de nombreuses décisions du rappeur avant qu'il ne soit abattu. Qu'il trafique de la drogue, qu'il passe des heures à boxer ou même qu'il apprenne à écrire des hooks avec Jam Master Jay, il le faisait pour avoir une vie meilleure, après avoir grandi dans une pauvreté abjecte. Après avoir travaillé quelque temps avec Jay, 50 Cent a commencé à se faire un nom sur la scène du rap, ce qui l'a amené à faire équipe avec les Trackmasters, producteurs de disques de platine qui l'ont fait signer chez Columbia Records. C'est le premier pas du rappeur vers la célébrité. Il est à 2 doigts de laisser son ancienne vie derrière lui et d'en entamer une nouvelle, pleine de promesses. Mais le passé de 50 Cent n'en a pas fini avec lui. Bien sûr, la plupart des artistes reçoivent le plus d'amour là d'où ils viennent. Mais les rappeurs abattus dans leur ville natale sont une tendance inquiétante présente sur la scène du rap depuis très longtemps. Le rappeur prometteur Lil Jojo a été abattu dans sa ville natale de Chicago. Sa mort étant liée à des activités de gang. Il ne s'agit là que d'un nom parmi d'autres, plus d'une douzaine de rappeurs ayant été assassinés dans leur propre quartier. Cette tendance a amené certains à penser que les rappeurs feraient au mieux de quitter leur ville natale. Si 50 Cent avait pris la décision de quitter le sud de la Jamaïque un peu plus tôt, il aurait probablement échappé à une expérience de mort imminente. 50 Cent ne serait même pas le premier rappeur originaire du Queens à se faire tirer dessus. Une étoile montante du nom de Stack Bundles a été abattue en juin 2007, suivi par un autre artiste prometteur du nom de Chinx, 8 ans plus tard. Selon les rapports, Chinx a été abattu pour une rancune vieille de 6 ans. On peut donc affirmer sans risque de se tromper que les foules avec lesquelles ces artistes ont roulé n'étaient pas du genre à pardonner et à oublier. Tout comme Stack Bundles et Chinx, 50 Cent était sur le point de connaître la gloire avant d'être abattu. La seule différence, Bundles et Chinx ont été tués, mais contre toute attente, Fiddy a réussi à survivre. Malgré cela, la fusillade aurait pu faire dérailler toute sa carrière. Nous savons tous que le premier album studio du rappeur a été l'emblématique Get Rich or Die Trying en 2003, mais sans la fusillade, il aurait été Power of the Dollar 3 ans plus tôt. Avant la sortie de l'album, le rappeur a sorti 3 singles intitulés Your Life's on the Line, Thug Love, avec les Destiny's Child et enfin How to Rob. C'est le 3e titre qui a fait le plus de bruit et qui s'est avéré extrêmement controversé, car les paroles décrivent la façon dont Fiddy s'y prendrait pour voler les grands rappeurs. Fiddy avait enregistré 18 titres pour l'album, mais après avoir été abattu, Columbia Records a décidé de mettre l'album de côté et de rompre les liens avec le jeune rappeur. Cette fusillade n'aurait pas seulement mis un album au placard, elle aurait changé le cours de la vie de 50 Cent. La prise de vue. Même si Power of the Dollar n'a jamais fait l'objet d'une sortie officielle, il est très possible qu'il ait fait de 50 Cent une cible de choix. Fiddy s'est disputé avec Ja Rule à peu près au moment où il a sorti How to Rob. En fait, le premier single qu'il a sorti, Your Life's on the Line, a vu Fiddy se moquer de Ja Rule et de sa maison de disques, Murder Inc. Records. Peu après la sortie de How to Rob, Fiddy a été poignardé à la Hit Factory par un rappeur de Murder Inc. en mars 2000 et a eu besoin de 3 points de suture pour refermer la plaie. Quelques mois plus tard, 50 Cent a été abattu de 9 balles en pleine journée devant la maison de sa grand-mère dans le sud de la Jamaïque. Lors d'une apparition dans un épisode de l'émission Next Chapter d'Oprah en 2012, Fiddy a parlé de ce qui s'est passé juste avant la fusillade. Il a déclaré « Je suis arrivé vers midi le 24 mai. Elle était penchée dans le jardin en train de planter des fleurs, et je me suis déplacé pour monter dans le véhicule où mon compagnon m'attendait. Et une voiture s'est arrêtée à côté de nous, et un type est sorti du siège passager de cette voiture, est venu derrière elle et a tiré à travers la voiture elle-même. Fiddy a été touché à la main, au bras, à la poitrine, à la hanche, aux jambes et au visage.
Mais pourquoi? Nous savons tous que 50 Cent a été trafiquant de drogue pendant un certain temps. Mais pourquoi a-t-il été pris pour cible à ce stade de sa vie? Peu après la fusillade, il a été révélé que c'est un certain Daryl Bohm qui avait appuyé sur la gâchette. C'est étrange, car Bohm était un bon ami de Mike Tyson et avait même été son garde du corps. Bohm est peut-être celui qui a appuyé sur la gâchette, mais il y a fort à parier que quelqu'un d'autre a approuvé le coup. J'y reviendrai dans un instant. En attendant, permettez-moi de conclure l'histoire de Bohm, qui n'a pas été publiée très longtemps après qu'il a tiré sur 50 Cent. 3 semaines seulement après la fusillade, Bohm a été assassiné dans un contexte de violence lié à la drogue. Mike Tyson a très mal vécu ce décès et aurait même lancé un appel d'offres d'1 demi-million de dollars pour éliminer les membres du gang qui avaient assassiné son ami. Rien ne s'est passé cependant, et Iron Mike a pu garder les mains propres. Peu après, 50 a sorti How to Rob, qui a suscité une réaction menaçante de la part du Wu-Tang Clan et de Big Pun. Mais la plupart des rapports suggèrent que c'est un autre morceau qui a mis le rappeur en difficulté. Les paroles de Ghetto Kuran portèrent sur le trafic de drogue dans le sud de la Jamaïque. Mais le pire, c'est que 50 Cent a choisi de citer des noms dans le morceau. Jetez un coup d'œil à ces paroles et je vous expliquerai ensuite sur qui il a levé le rideau. Yo, quand tu entends parler du Southside, tu entends parler de The Team. Voir les négros craignaient Prince et respectaient Prime pour tous les enfoirés un peu lents, je vais vous expliquer plus en détail. Prime était l'homme d'affaires et Prince le tueur. D'accord, mais qu'est-ce que l'équipe? La Supreme Team était dirigée par Kenneth Supreme McGriff. La team avait un rôle assez important à jouer dans les opérations de drogue de South Jamaica, car elle était le bras armé de Fat Cat Nichols dans les rues. Ensemble, ils géraient la scène de la drogue dans les maisons de Baisley Park à Jamaica, dans le Queens, près de l'endroit où 50 dealait souvent lui-même. La Supreme Team était tout simplement brutale. Ils étaient violents, imprévisibles et ne faisaient pas grand-chose pour cacher ce qu'ils faisaient, car pendant longtemps, personne ne s'est vraiment soucié d'intervenir et d'arrêter ce qui se passait dans la région. Mais peu après l'arrestation de Fat Cat, celle de McGriff l'a été aussi, et l'équipe s'est peu à peu désagrégée. Une fois que cela s'est produit, il y a eu un vide de pouvoir. Au moment où 50 Cent s'est vraiment lancé dans le trafic de drogue, ce vide avait été comblé par Gerald Prince Miller, le cousin extrêmement violent de McGriff. Pour en revenir aux paroles de Fidi, il disait que si les gens de la rue respectèrent Supreme et le considéraient comme un homme d'affaires, Prince était le tueur des deux. C'est ici que les chemins de deux rivaux de Fidi vont se croiser. Alors que Fidi progresse dans le monde, Supreme sort de prison et s'allie à Murder Inc., le label de Ja Rule, celui-là même avec lequel Fidi s'était battu. Apparemment, Supreme n'avait pas apprécié la façon dont le rappeur l'avait dépeint dans le morceau et voulait se venger, en sanctionnant le coup que Daryl Bohm allait finalement réaliser. L'IRS a pratiquement confirmé ce partenariat dans une déclaration sous serment qui disait « L'enquête a mis au jour un complot impliquant McGriff et d'autres personnes pour assassiner un artiste de rap qui a sorti des chansons contenant des paroles concernant les activités criminelles de McGriff. Le rappeur a été abattu en 2000, a survécu et a ensuite refusé de coopérer avec les forces de l'ordre au sujet de l'assassinat. Les messages transmis sur le pavé de Murder Inc. indiquent que McGriff est impliqué dans un complot en cours visant à tuer cet artiste de rap et qu'il communique avec les employés de Murder Inc. au sujet de la cible. Quand on y pense, il est tout à fait possible que l'équipe Supreme soit à l'origine de ce succès. À son apogée, la Supreme Team rapportait près de 200 000 $ par jour. Elle a même été associée à au moins 8 meurtres pour la seule année 1987. Même si cela n'a jamais été confirmé, un ancien associé de Supreme a témoigné qu'il avait prononcé les mots « I got him ». Je l'ai eu, une fois que 50 Cent avait été abattu. En plus de courir les rues et d'éliminer les personnes de bas niveau qui se mettaient en travers de leur chemin, la Supreme Team n'hésitait pas à aller très loin pour traquer et tuer les personnes qui leur avaient fait du tort, ou Fat Cat, qui fournissait au groupe un flux constant de cocaïne. Supreme lui-même n'a pas pu rester à l'écart de la vie criminelle. Pendant 5 ans, à la fin des années 90 et au début des années 2000, il a mis en place un vaste réseau criminel, bien plus important que la Supreme Team, et a étendu ses activités au-delà de New York, traitant de bien plus grandes quantités de drogue, presque comme un vendeur en gros. Cette entreprise de grande envergure signifie que Supreme est devenu plus impitoyable que jamais. Il a engagé des tueurs à gages pour éliminer un rappeur nommé Money Bags, parce qu'il aurait été impliqué dans le meurtre d'un membre de la Supreme Team nommé Black Just. Black Just était l'un des plus anciens membres de l'entreprise et possédait même une petite salle de boxe. C'est vrai, la même salle de boxe où 50 Cent avait l'habitude de passer beaucoup de temps. Il a ensuite engagé des hommes pour éliminer l'un des alliés de Moneybag afin de s'assurer que personne ne puisse se venger de lui. Le règne de terreur de Supreme ne durera cependant pas très longtemps. En février 2007, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour racket, 2 meurtres pour le compte d'autrui, trafic de stupéfiants et participation à des transactions financières illégales avec l'argent de la drogue. À propos de la condamnation de Kenneth Supreme McGriff, un procureur des États-Unis a déclaré « Il a consacré la majeure partie de 2 décennies aux gangs, au trafic de drogue et à la violence
considérant ses condamnations antérieures comme de simples interruptions dans sa poursuite d'une vie criminelle. Nous sommes heureux que McGriff passe désormais le reste de sa vie derrière les barreaux. C'est ce genre d'homme que 50 Cent a mis en colère. Un homme qui a bâti non pas une, mais 2 entreprises criminelles qui ont dominé le commerce de la drogue, sans hésiter à faire régner la violence dans les rues et à assassiner tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Fiddy a été abattu devant la maison de sa grand-mère quelques jours avant le tournage du clip de Thug Love. Dans une interview, Fiddy a parlé de sa réaction immédiate au moment où on lui a tiré dessus. Il a déclaré « Après la fin du tournage, j'ai regardé dans le rétroviseur et je me suis dit « Oh merde, quelqu'un m'a tiré dessus au visage, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. » L'adrénaline monte si vite que la douleur n'est pas si forte jusqu'à ce que les médecins aient fini de s'occuper de vous. Ensuite, la morphine se dissipe et vous êtes confronté à la douleur. Récapitulons rapidement. Fiddy a commencé à vendre de la drogue très jeune, mais a décidé d'assainir un peu son comportement après s'être fait arrêter 2 fois en 2 semaines en 1994. Après cela, il a décidé de se lancer dans le hip-hop et a bénéficié du mentorat de Jam Master Jay. Il a commencé à faire des vagues presque immédiatement et a été signé par Columbia Records. Mais ses premiers singles ont énervé toutes les mauvaises personnes et ont fait de lui une cible. Il y a eu l'agression à l'arme blanche à la Hit Factory quelques jours avant la fusillade qu'il a laissée à quelques secondes de la mort. Bien que cela n'ait jamais été officiellement confirmé, Kenneth Supreme McGriffin est celui qui a approuvé l'assassinat de Fiddy. Supreme travaillait avec Fat Cat Nichols pour écouler de la drogue dans la région, et après sa sortie de prison, il a formé une alliance avec Murder Inc. Record. 50 Cent s'étant disputé avec Ja Rule, il était logique que Supreme s'associe avec eux tout en construisant une autre entreprise criminelle bien plus importante que la première. Daryl Bohm a appuyé sur la gâchette, tirant 9 fois sur Fiddy, mais le rappeur a survécu et a commencé à s'épanouir, se frayant un chemin vers la grandeur. Les conséquences. À la lumière de la fusillade, Columbia ne voulait pratiquement rien avoir à faire avec Fiddy. Mais c'est le cadet des soucis du rappeur. Il a passé 13 jours à l'hôpital et sa convalescence a duré 5 mois. Outre les cicatrices, le fait d'avoir reçu une balle dans le mois a laissé Fiddy avec une voix quelque peu embrouillée qui le rend si distinct au micro. Après avoir quitté l'hôpital, Fiddy s'est concentré sur son programme de remise en forme, ce qui lui a permis de prendre beaucoup de muscles. Mais au-delà des changements physiques, cette épreuve a également entraîné un changement mental. 50 Cent avait regardé la mort dans les yeux et l'avait fixé. Peu de choses pouvaient encore l'ébranler. Un extrait de sa biographie donne au lecteur un aperçu de la façon dont le rappeur considérait la mort après la fusillade. Il écrit « Je ne considère pas nécessairement la mort comme quelque chose de négatif. La mort donne un sens à la vie. Vivre dans la peur de la mort, c'est vivre dans le déni. En fait, ce n'est pas vivre du tout, car il n'y a pas de vie sans mort. Ce sont les 2 faces d'une même chose. On ne peut pas prendre un côté et dire « Je vais juste utiliser le côté tête ». Non, ça ne marche pas comme ça. Vous devez prendre les 2 côtés parce que rien n'est promis à personne dans ce monde à part la mort. 50 Cent est devenu l'homme qui a défié la mort, et aux yeux des gens ordinaires, il était un dur à cuire. Il y avait tous les autres, et puis il y avait Fiddy. Et si cette perception a perduré, c'est parce que le rappeur soutenait réellement ce qu'il disait et ce que tout le monde disait. Sa carrière musicale aurait dû s'arrêter après que Columbia l'a laissé tomber, mais rien n'allait empêcher Fiddy d'atteindre la grandeur. Au cours des 2 années suivantes, Fiddy a formé G-Unit et a décidé de se concentrer sur la production de mixtapes. En un rien de temps, il redevient l'un des artistes non signés les plus en vue de l'industrie. En 2002, une guerre d'enchères s'est engagée. Finalement, c'est Eminem qui l'emporte, signant Fiddy chez Shady Records et Aftermath Entertainment, dirigés respectivement par M et Dr. Dre. L'arrivée de Fiddy dans le roster a complètement changé la façon de travailler de tous les membres du crew. Bizarre, de 12, a parlé de la façon dont 50 Cent a bouleversé les choses après avoir signé. Il a déclaré « La merde a définitivement changé, comme la façon dont nous nous déplacions. On était dans la merde. On a dû sortir l'armée, tu vois ce que je veux dire. Des gilets par balles, des voitures par balles. Vous savez, nous n'avions pas vraiment à nous inquiéter de cela avant lui. Fiddy était un artiste comme on n'en avait jamais vu. Même l'ancien grand Suge Knight ne pouvait rien contre lui. Laissez-moi vous présenter le contexte. En 2003, Get Rich or Die Tryin' était l'un des albums de hip-hop les plus attendus depuis que Snoop Dogg avait sorti Doggy Style en novembre 1993. Fiddy était en train de tourner le clip de In Da Club lorsqu'il a appris que Suge était en route pour le tournage. Lorsque le cofondateur de Death Row Records est arrivé, il n'était pas seul. Bizarre a déclaré « C'était comme une impasse. Je sais que ça ressemble à un putain de film inventé, mais c'est vraiment vrai. On tournait le clip de In Da Club et quelqu'un a dit « Suge Knight ici, j'étais au bar, le gang était là. » Ils se sont arrêtés et Suge est arrivé avec 30 Mexicains. Je me souviens juste, Smurf ou 50 étaient là. Quoi de neuf mec, qu'est-ce que tu veux faire? Suge l'a regardé, a tiré une bouffée de son cigare, l'a soufflé et a fait comme ça. Puis il est parti. C'était juste un truc du genre « Elle a », un truc d'intimidation.
Le plus fou, c'est que Fiddy n'en avait rien à faire. En fait, il s'est approché de Suge et, lorsqu'il a vu que l'un de ses hommes de main était armé, il a décidé qu'il devait remettre le mania du rap en disgrâce à sa place. Fiddy est allé dans sa caravane et en est revenu avec un Uzi. Ce n'est pas tout, il a chassé Suge et ses hommes de main du plateau. C'est fou. Si Suge n'avait pas réussi à intimider d'autres rappeurs par le passé, personne ne s'était moqué de lui comme l'a fait Fiddy. C'est ce genre d'intrépidité qui a fait de 50 Cent l'un des hommes les plus respectés et les plus intimidants que le monde du hip-hop ait jamais connu. Fiddy a toujours été un type avec lequel il ne fallait pas se frotter, mais après avoir survécu à la fusillade, il est devenu vraiment intrépide. Get Rich or Die Trying est devenu un énorme succès à sa sortie, se vendant à près de 900 000 exemplaires en l'espace de 5 jours. Au cours de la décennie suivante, Fiddy a sorti 4 autres albums studio et bien qu'aucun d'entre eux n'ait connu le même succès que son premier effort, il est resté un acteur important de l'industrie. Au fil des ans, le rappeur a également décidé de se diversifier. Fiddy s'est intéressé au métier d'acteur dès 2005, en jouant dans un film basé sur les événements de sa propre vie. Le nom du film, Get Rich or Die Trying. Depuis, Fiddy a joué dans une trentaine de films et il devrait jouer dans le 4e film de la franchise Expendable. Il joue également dans la série Power, diffusée sur Stars, dont il est à la fois l'acteur et l'un des producteurs exécutifs. Contrairement à beaucoup d'autres artistes qui gaspillaient leur argent plus vite qu'il ne rentre, Fiddy a joué le jeu à long terme. Le rappeur a utilisé la quasi-totalité de l'argent qu'il gagnait grâce à sa musique et à d'autres contrats pour investir dans un large éventail d'entreprises. L'un de ses investissements les plus fructueux est aussi l'un des premiers qu'il ait réalisé. Fiddy avait une participation dans Energy Drinks, la société mère de Vitamin Water. Lorsqu'elle a été rachetée par Coca-Cola en 2007, la participation du rappeur dans la société lui a rapporté 100 millions de dollars après impôt. Ce ne serait qu'un des nombreux secteurs dans lesquels le rappeur investirait. Fiddy a eu sa propre ligne de vêtements, des jeux vidéo et des sociétés de production de films, en plus d'un énorme portefeuille immobilier. L'une des histoires les plus folles de la vie de Fiddy est probablement celle du rappeur qui aurait investi dans une mine sud-africaine, véritable trésor de métaux tels que le palladium, l'iridium et le platine. Le rappeur souhaitait apparemment prendre une participation dans cette mine et commercialiser le platine de la marque 50 Cent dans le monde entier. En parlant de cet investissement potentiel, le rappeur a donné un aperçu de son approche de l'investissement en déclarant qu'il voulait placer son argent dans des choses dans lesquelles les gens ne s'attendraient pas à ce que je sois impliqué. J'ai un portefeuille diversifié. C'est en quelque sorte le mantra de Fiddy depuis la fusillade. Défier les attentes et faire des choses que les gens n'attendent pas de lui. Son parcours est loin d'avoir été sans heurts depuis la fusillade, puisqu'il a déposé le bilan en 2015. Mais son héritage est gravé dans le marbre. Il a donné à l'industrie certains des morceaux les plus emblématiques de tous les temps. Et les gens du monde entier ne peuvent pas se passer de lui. Avec son Final Lap Tour qui démarrera en juillet 2023 et comprendra un certain nombre de performances internationales avant la fin de l'année. 50 Cent reste l'un des noms les plus connus de l'industrie et qui sait à quoi sa carrière aurait ressemblé s'il n'avait jamais été abattu. Cet événement a changé la trajectoire de toute sa vie, donnant au monde le Fiddy que nous connaissons aujourd'hui. Passer chronologiquement par les dernières 24 heures avant la fusillade n'aurait pas rendu service à l'histoire du rappeur. Cet événement unique est la conséquence de toute une vie d'action, dont le point culminant a été les 9 balles qui l'ont indirectement catapulté vers la grandeur. L'homme qui lui a tiré dessus est mort peu de temps après, et l'homme qui aurait commandité le coup est derrière les barreaux. Mais 50 Cent a survécu et s'est épanoui. Il est presque poétique qu'il ait été abattu devant la maison de sa grand-mère. C'est dans cette maison qu'il a appris que la vie était dure et qu'il s'est engagé sur une voie qui a coûté la vie à d'innombrables personnes et qui a failli lui coûter la sienne. Les 24 heures qui ont précédé la fusillade ont été la dernière page de ce chapitre de sa vie. Lorsqu'il en est sorti, il était un homme changé et s'en est indéniablement trouvé mieux. Après avoir porté des gilets pare-balles et sorti des Uzi de ses remorques, 50 Cent est devenu un investisseur respecté, quittant une vie qui l'aurait conduit à une mort prématurée. Ce parcours reste incomplet sans ces dernières 24 heures, avant que Daryl Bohm n'appuie sur la gâchette en plein milieu de la journée. Cette phrase tirée de The 50th Law, un livre que Fiddy a écrit avec Robert Greene, illustre parfaitement ce que signifie être 50 Cent. Lorsque vous travaillez pour d'autres, vous êtes à leur merci. Votre travail leur appartient, vous leur appartenez. Votre esprit créatif est écrasé. Ce qui vous maintient dans de telles positions, c'est la peur de couler ou de nager par vos propres moyens. Vous devriez plutôt craindre ce qui vous arrivera si vous continuez à dépendre du pouvoir des autres. Dans toutes les manœuvres de la vie, votre objectif doit être de vous approprier la situation, de travailler pour vous. Lorsque c'est à vous de perdre, vous êtes plus motivé, plus créatif, plus vivant. Le pouvoir ultime dans la vie est d'être complètement autonome, complètement soi-même. C'est en ces termes que 50 Cent a choisi de vivre sa vie. Les mots qui l'ont guidé non seulement pendant les 24 heures qui ont précédé son assassinat, mais aussi pendant les 24 heures qui ont suivi. Et voilà notre vidéo.
Si vous avez aimé ce que vous venez de voir, jetez un coup d'œil à l'une d'entre elles. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Paix.